échange, dans le dialogue. C'est ça. Exactement, la question se pose. Pas une autre. Pas une autre. Et oui, oui, tout signer du boulot ne sert à rien. Il faut faire. Pas trop de notes, on est super bien. Il y a 3 saisons à peu près. Il y a que moi qui ai pas mis. Faut quand même bosser pour tout. Les gens sont courants. Eh bien bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes déjà nombreux, merci d'être là. Bienvenue pour cette conférence plénière qui va porter, comme vous le savez, sur l'intelligence artificielle. Alors la question, elle est vraiment toute simple. Faut-il l'adopter? Et si oui, qu'est-ce que ça va m'apporter? Quels risques, évidemment, je vais courir? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? À titre personnel ou professionnel, vous êtes certainement nombreux, comme tout le monde, hein, finalement, à avoir tâté de ChatGPT pour une recherche, pour rédiger un mail, pour faire un petit papier sur LinkedIn. Les spécialistes qui sont présents cet après-midi vont nous parler, eux, d'un changement d'échelle, intégrer pleinement l'intelligence artificielle générative. Alors, on reviendra sur ce détail sémantique qui n'en est pas un, à votre quotidien professionnel, en faire donc un outil de votre quotidien, transformer véritablement votre pratique professionnelle. Vous vous posez certainement la question, et c'est la raison pour laquelle vous êtes ici cet après-midi, est-ce que j'y passe ou pas? Alors je vais vous faire une confidence, et je vous parlais de moi, on ne fait pas ça d'habitude, mais à titre personnel, ça me rappelle mon père. Parce que dans les années 80, il était assureur en province. Et dans les années 80, il se demandait s'il allait devoir passer à l'informatique ou pas. Alors bien sûr, il n'a pas eu le choix. Sa compagnie d'assurance l'a obligé à le faire. Il l'a fait à 50 et quelques années. Mais je me souviens de ses angoisses, de ses questions, des mauvaises nuits qu'il a passées et de ce qu'il partageait avec nous. Donc, au sujet de l'intelligence artificielle, je comprends si vous avez aussi des questions et des angoisses. Alors, il faut dire que l'intelligence artificielle, elle est partout, tous les jours. On vient d'en reparler là pour soigner les cancers à la Société européenne d'oncologie médicale qui s'est tenue à Barcelone. On apprend qu'Apple va l'intégrer dans ses prochains iPhones. Un sommet sur la sécurité de l'IA va se tenir en novembre à San Francisco. Et puis, vous l'avez vu, bien sûr, il y a même désormais un secrétaire d'État, en l'occurrence c'est une secrétaire d'État, chargée spécifiquement de l'intelligence artificielle. Alors c'est simple, on est cerné. Est-ce que vous pouvez laisser le train passer? Est-ce que, si vous êtes déjà dedans, est-ce que vous pouvez vous assurer que vous êtes vraiment en première classe? Et est-ce que vous êtes assuré aussi d'avoir choisi le bon train? Alors on va répondre à toutes ces questions avec nos invités. Avant de vous les présenter, je veux vous rappeler que vous aurez l'occasion à la fin de cette plénière, dans à peu près 1 heure, de leur adresser directement vos questions parce que les micros vont passer dans la salle et j'imagine que vous aurez des questions très précises à leur poser. Des questions certainement très précises et très concrètes et moi je vais faire l'effort en tant que journaliste, de ramener ce débat et vos réponses, messieurs, dames, à un niveau acceptable, entendable. Je vous demande vraiment de faire l'effort de ça, parce qu'en matière d'intelligence artificielle, on a vite fait de partir dans les limbes, de partir un peu trop haut, mais pensez à nos CGP qui sont là, qui ne sont pas forcément des experts, et à moi aussi, qui ne suis pas un expert. Alors, on a donc avec nous Guillemette Yann, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. De l'Alliance pour la confiance dans le numérique. Guillemette Yann, un mot sur l'Alliance pour la confiance dans le numérique, très court. Bonjour, oui, alors l'ACN pour l'acronyme, c'est l'organisation professionnelle... Rapprochez un petit peu le micro. Pardon, c'est l'organisation professionnelle qui représente l'ensemble des entreprises de la filière de la confiance numérique.
confiance numérique, c'est-à-dire identité numérique, cybersécurité et intelligence artificielle de confiance, qui sera un de nos sujets. Et classiquement, une organisation professionnelle a vocation à représenter et à porter la voix de la filière auprès des pouvoirs publics, de créer des synergies et d'aider les autres filières à adopter la cybersécurité, l'identité numérique et l'IA de confiance. Marc Rousseau, au bout, cofondateur de Ploovers. Marc Rousseau, même exercice, un petit mot sur Ploovers. Bonjour, Ploovers c'est un cabinet de gestion privée propulsé par l'IA, donc je suis CGP comme vous, que j'ai fondé avec Franck Béon il y a un peu plus de 2 ans. Et notre particularité, peut-être une raison pour laquelle je suis ici ce soir, c'est qu'on a pris le parti de redévelopper toute la plateforme technologique en interne, et vous verrez avec une toute petite équipe, donc ça se fait, pour couvrir tous les sujets d'ingénierie financière, donc sélection de fonds, construction de portefeuille, d'ingénierie patrimoniale, mais aussi toute la partie que je sais vous n'aimez en général pas trop, et nous non plus, réglementaire, conformité. Voilà, donc c'est ce que je vais essayer de partager avec vous. On a aussi Victor Storchamp, ingénieur AI, Machine Learning Research Lead, rien que ça. Vous êtes l'auteur de l'anti-manuel de l'intelligence artificielle paru chez Erol, je crois que c'était en début d'année. Tout à fait. Quelques mots, même exercice, une petite présentation d'1 minute. Bonjour à tous, donc ravi d'être parmi vous cet après-midi. Alors peut-être une petite présentation du livre anti-manuel d'IA. En fait, on a fait l'exercice, peut-être qu'on va essayer de faire cet après-midi ensemble, de démocratisation, de vulgarisation large de l'IA, et d'essayer de ne pas donner un cours magistral sur une technologie qui évolue très vite, mais plus de rentrer par les exemples concrets et par l'usage sur cette technologie. C'est exactement ce qu'on attend de vous, du concret, des exemples absolument. Et enfin, Arthur Jacquemin, bonjour, président de la bienveillance financière. Donc sans surprise, quelques mots sur vos activités. Bonjour à tous et ravi de partager également. Donc nous, on a développé une plateforme qui repose sur 2 axes à destination uniquement des professionnels de la gestion de patrimoine, dont évidemment, bien sûr, les CGP font partie, avec deux composantes importantes, un moteur technologique et des experts, donc des ingénieurs patrimoniaux agréés, qui permettent donc à nos clients CGP de nous déléguer la production d'une recommandation patrimoniale. Donc nous, ce qu'on a démocratisé grâce à la technologie, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie patrimoniale. Je le dis rapidement pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc la capacité à adresser sur un dossier client les aspects juridiques, fiscaux, financiers, immobiliers et humains. Et enfin, quand ont émergé il y a maintenant un peu plus d'1 an pour nous l'IA générative, parce que nous on essaiera d'avoir vraiment le prisme très concret avec vous, puisque nous on l'utilise dans des solutions que certains d'entre vous dans la salle utilisent également. On s'est bien sûr intéressé à travers un service qui s'appelle la réponse IP à ce que l'IA générative pouvait faire pour rendre accessible en langage naturel une hyper-expertise avec des données fiables qu'on puisse utiliser concrètement quand on est dans votre situation. Alors vous allez nous donner des exemples tout à l'heure de ce que vous faites. On commence avec vous, Victor Storchamp, pour nous dresser un peu l'état de l'art, pour nous dire ce qui s'est passé au cours de ces 2 ou 3 dernières années, pour bien savoir aussi de quoi on parle, intelligence artificielle générative. Oui, alors maintenant, on le sait, l'histoire de l'IA, elle est très ancienne, à la fois récente et ancienne, mais disons début des années 50. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, on ne va pas résumer, ça nous prendrait trop de temps, mais sur les quelques dernières années, on avait, avec l'essor du deep learning, donc une technologie qui vraiment émerge dans les années 2010-2012, des algorithmes, donc des recettes de cuisine pour fabriquer l'IA, qui étaient généraux, qu'on pouvait appliquer à tous les cas d'usage sur toutes les données, mais les modèles qu'on produisait étaient spécifiques. On avait un modèle qui était très bon sur un cas d'usage très spécifique, et en dehors de ce cas d'usage, le modèle était à peu près inopérant. Et ce qui se passe maintenant avec l'IA dite générative, avec ChatGPT, c'est que
on a de plus en plus des modèles qui sont généralistes, c'est-à-dire qui sont performants sur une multitude de cas d'usage. Par exemple, je prends l'exemple de cas d'usage pour le texte. Avant, on avait un modèle qu'on entraînait spécifiquement à trouver des entités nommées, des lieux, des noms de personnes, etc. Et en dehors de ça, il était inopérant. Maintenant, vous avez tous l'habitude, vous pouvez demander ça à ChatGPT, vous pouvez aussi lui demander de résumer un texte, etc. Et donc, en fait, la dynamique, un peu, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en passant à l'échelle, à la fois la capacité de calcul, les données et puis la taille des modèles, on arrivait à avoir ce type de résultats, donc de systèmes de plus en plus généraux. Et puis, là où on est arrivé, il y a quelques années, donc il y a 2 ans, il y a cet essor et les entreprises veulent essayer d'expérimenter, de voir si ça marche. Et donc, elles branchent ces modèles très généraux sur leur système, un peu multi-usage, et puis elles se rendent compte que quand on veut passer à l'échelle, créer de la valeur sur des cas d'usage business, on a besoin de davantage de contrôle, on a besoin d'évaluation, on a besoin d'efficacité au sens où on veut pouvoir maîtriser un peu le ratio entre le coût et la performance des modèles. Et donc, on a besoin d'avoir des modèles qui soient plus efficaces. Et c'est là où il faut bien comprendre que l'IA générative, c'est un des éléments, un des outils qu'on a à notre disposition pour pouvoir utiliser l'IA parmi pas mal d'autres. Et ce qui existait avant n'est pas du tout dépassé. On en a besoin pour beaucoup de cas d'usage. Et peut-être un dernier mot donc, pour comprendre l'enjeu à la fois pour les particuliers de venir s'augmenter d'outils de productivité ou pour les grands groupes qui, à horizon 5 ans, pour eux, tout l'enjeu, c'est de venir traduire tout leur système, toute leur connaissance, toute leur manière d'exécuter dans des systèmes qui vont être plus automatisés, qui vont être plus efficaces. Et donc, il y a un très fort enjeu de venir très très vite, pouvoir tester cette technologie. C'est peut-être un des premiers conseils à donner ici, de vraiment tester pour pouvoir progresser sur la courbe d'apprentissage d'utilisation de l'IA. Mais finalement, donc, vous l'avez dit, l'intelligence artificielle, elle existe, on l'utilise depuis plusieurs décennies. Il y a quand même une révolution, il y a 2 ou 3 ans, un changement d'échelle, un changement de cap. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Qu'est-ce qui a fait que les choses ont vraiment changé en matière d'IA? Alors, sur l'effet ChatGPT, c'est beaucoup plus une révolution au niveau de l'ingénierie qu'une révolution scientifique. La science de l'entraînement de ces grands modèles, elle était partagée par plusieurs grands laboratoires d'IA, à peu près partout dans le monde. Ce qui a changé, et c'est là où OpenAI a réussi les premiers, c'est l'entreprise mère de ChatGPT. Hein. Tout à fait. L'entreprise mère de ChatGPT, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est à pouvoir envelopper ce modèle brut, à la fois, donc premièrement à la fois de passer à l'échelle ce modèle, donc vraiment les premiers de développer des modèles de 300, 400 milliards de paramètres et beaucoup plus, et donc pouvoir arriver à avoir cet effet très fluide de dialogue et de performance sur une multitude de cas d'usage, mais aussi à pouvoir aligner le modèle sur des préférences d'utilisateurs, c'est-à-dire à le faire rester dans les rails et à pas déraper. Juste quelques mois avant ChatGPT, on a d'autres grandes plateformes et clouders qui ont essayé de pouvoir déployer ce type d'agent, ce type de chatbot et qui n'ont pas réussi parce que très très vite, avant, on avait beaucoup de modèles qui se mettaient à dérailler, on pouvait leur faire dire un peu tout et n'importe quoi. Donc, même si on peut toujours réussir à faire ça, ils ont quand même réussi dans l'ingénierie à nous donner une vision de ce que pouvaient être demain des modèles d'IA modernes. Alors, en quelques mots, on se demande toujours où on en est, nous, en France, parce que tout ça se passe visiblement beaucoup dans la Silicon Valley. Est-ce qu'on est en retard, notamment en matière d'adoption de cette révolution? Alors, j'aime bien, pour répondre à cette question, repartir des composants basiques dont on a besoin pour produire l'IA. Donc, les talents, les ressources, les capacités de calcul et bien évidemment l'investissement. Alors, il faut répondre à cette question du périmètre en France, mais aussi en Europe, puisque c'est aussi beaucoup à cet échelon que les choses
sont pertinentes. Sur l'investissement, c'est vrai que si on regarde par rapport aux grandes puissances de l'IA, Chine, États-Unis et maintenant un peu aussi Émirats Arabes Unis et Moyen-Orient, on est à 1/5 de l'investissement VC par rapport, par exemple, aux États-Unis ou à la Chine, avec bien évidemment un écosystème de capital risque en France qui est beaucoup plus récent que, par exemple, celui de la Silicon Valley. Mais il faut comprendre que ces grands systèmes, pour être entraînés, les modèles de base, qui sont donc une infrastructure de base, c'est des centaines de millions de dollars. Aujourd'hui, j'ai même presque envie de dire hier, et maintenant on est largement à hauteur de 1 milliard pour entraîner les plus grands systèmes, les systèmes vraiment à l'état de l'art. Donc ça, c'est une première partie. Sur la partie talent, on produit des talents qui sont extrêmement bons, mais on n'en produit pas assez. Donc typiquement, si on regarde en Europe, parmi la population d'ingénieurs, les ingénieurs spécialisés en IA, on a le meilleur ratio au monde. Mais ce ratio, c'est relatif, c'est parmi tous les ingénieurs, mais il faut qu'on en produise beaucoup plus. Ensuite, sur le compute, et notamment donc les capacités de calcul, notamment pour la recherche publique, qui est absolument déterminante pour pouvoir avoir un écosystème qui soit foisonnant, on est presque 3 fois inférieur sur les nouvelles annonces qui ont été annoncées, par exemple pour le supercalculateur Jean Zé, donc le calculateur à Paris qui sert les universités françaises, à peu près 3 fois moins que l'équivalent, par exemple, aux Émirats Arabes Unis. Et donc là, il y a un effort de rattrapage important qu'on doit fournir. C'est quand même une bonne nouvelle. On reste encore une dernière question avec vous. Cette nomination de cette secrétaire d'État à l'intelligence numérique, c'est pour vous, c'est une vraie bonne nouvelle ou c'est de la poudre aux yeux? Non, je pense que le signal, il est très bon. Ensuite, une chose importante dans l'écosystème des décideurs publics autour de l'IA, ces sujets sont au sommet de la pile maintenant. Il y a beaucoup de discussions, d'enjeux, de réglementation et de développement. On a besoin aussi d'avoir des experts techniques. Voilà, si on regarde dans la population des personnes qui ont soit été dans les cabinets ou ministres du numérique, etc., beaucoup de personnes qui viennent de l'écosystème tech au sens large. On a besoin aussi d'experts d'IA et de techniciens qui puissent porter une parole au plus haut niveau. Merci. C'est vrai qu'il y avait un paradoxe. Il n'y avait pas de secrétaire d'État aux personnes handicapées. Il y avait un secrétaire d'État à l'intelligence artificielle, chose qui a été corrigée depuis. Alors, Guy Métiane, je me retourne vers vous. Vous dites, vous, qu'il y a beaucoup d'incompréhension et de confusion autour de l'IA. Lesquelles? Alors oui, c'est vrai qu'autour de ce sujet d'intelligence artificielle, il y a quelques confusions qui sont faites. Donc c'est important de recentrer le sujet et le débat. La première incompréhension qu'on trouve aujourd'hui, c'est la dénomination même d'intelligence artificielle, qui est en fait une très mauvaise traduction de artificial intelligence, pardon. Excusez mon anglais. Et intelligence, en anglais, voulant signifier information. Donc on n'est pas sur un système qui même va renseignement aussi. Renseignement, mais alors plus dans le sens information avec l'intelligence artificielle. Et en fait, ça vous amène à une confusion directe qui vous fait penser que l'IA réfléchit, ce qui est totalement faux, parce que l'IA est un produit mathématique. Donc première confusion, elle est principalement sémantique. Elle ne réfléchit pas toute seule, elle est bien entraînée. La deuxième confusion qu'il y a autour de l'IA, c'est ce sujet de révolution. Alors quand même, on va essayer de vous montrer que l'IA change quelque chose aujourd'hui. On n'est pas sur une révolution technologique, et c'est ce que montrait Victor. On connaît l'IA, ça fait longtemps qu'on la connaît. Elle n'est pas née avec ChatGPT, elle est née bien avant. Elle a des cas d'usage qui sont bien nombreux, bien différents, bien divers, qui s'appliquent à beaucoup de filières différentes. Ces cas d'usage sont vraiment multiples et ça fait des années qu'on s'en sert. En réalité, on est repassé d'un vieux système, en tout cas le système originel. Internet et son développement s'est fait grâce à des mathématiciens. La cryptographie est issue de mathématiciens poussés, l'algorithmie et ce genre de sujets-là ont été créés par les mathématiciens. On est passé ensuite à cette logique de service dans les années 90, où là, on est passé à du numérique par les ingénieurs. L'IA nous fait revenir un peu en arrière, mais de la bonne manière. Aujourd'hui, ce ne sont plus les ingénieurs qui sont au cœur de l'IA, mais bien les mathématiciens, bien l'algorithmie, qui est du coup faite par ces experts-là mathématiques.
Ce qui vous montre bien qu'en réalité, on maîtrise l'outil. Hein. Il y a une certaine confusion autour de l'IA aussi qui est faite, qu'on ne maîtrise pas la donnée, on ne maîtrise pas l'IA, c'est un peu fumeux, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors c'est concret, hein, c'est de l'algo, on sait où ça va, on sait comment c'est entraîné, on sait remonter les erreurs, voilà, c'est des maths. Et la dernière confusion qui, je pense, est importante à traiter, c'est la confusion entre l'IA tout court et l'IA générative. On reviendra peut-être sur la notion d'IA prédictive. Mais ChatGPT a soulevé un espèce de débat disant que l'IA générative, c'était toute l'IA. Pas du tout. Voilà. Pas de surprise. On traite beaucoup de types de données. Hein. Vous avez la plus évidente, c'est celle du texte. Vous avez ChatGPT, vous lui posez un prompt et puis il vous sort une proposition. Mais aujourd'hui, on fait de l'IA avec de la donnée vocale, avec de la vidéo. Et ça fait des cas d'usage très, très, très différents. Donc il y a IA, qui est un gros bloc, et il y a IA générative, qui est un sous-bloc. On commence à y voir un peu plus clair. Marc Rousseau, on va aller un peu plus sur le terrain des CGP avec vous. Vous venez des places de marché. Hein. Vous dites l'IA, mais ça a été dit par Victor notamment, on s'en sert depuis des décennies. Alors pour vous, qu'est-ce qui a changé dans votre expérience personnelle? Où est la révolution véritablement? Oui, alors effectivement, moi j'ai concrètement. commencé ma carrière il y a presque une vingtaine d'années sur des activités d'arbitrage statistique. Donc l'IA, c'est des maths. Et quand on fait du trading, ce qu'on a horreur, c'est le risque, c'est l'incertitude. Donc on va essayer de le modéliser, de le comprendre, de l'appréhender. Et ces modèles mathématiques, ils ont besoin de deux choses. Ils ont besoin de données, beaucoup de données, et ils ont besoin de puissance de calcul. Mais ils existent effectivement depuis très longtemps, sauf que cette donnée, il faut pouvoir la stocker, la manipuler, ça coûte très cher. Coûte très cher, ça coûtait très cher. Ça coûtait très cher, la puissance de calcul également. J'ai fait une petite comparaison. Si je voulais remonter l'architecture que nous on utilise aujourd'hui pour conseiller nos clients, où on a une base de données où j'ai plus d'1 milliard de points de données avec 135 000 actifs, on a les capacités à faire des backtests, etc. On est une toute petite équipe, ça nous coûte quelques milliers d'euros, on va dire, par mois. Si j'avais voulu faire ça il y a 20 ans, on parlait de millions d'euros. Voilà. Donc on a vraiment, en termes de coûts et aussi certains calculs aujourd'hui qu'on fait quotidiennement, il nous aurait fallu plusieurs jours pour les faire. Donc c'est ça la révolution, c'est que cette intelligence, non pas vraiment, est devenue à la portée de tout le monde, quoi, finalement. Alors elle est devenue à la portée de tout le monde d'un point de vue coût, mais pas d'un point de vue expertise. Et c'est là où on a cette révolution avec GenAI, avec ChatGPT, qui est que on a potentiellement quelque chose de très général qui va pouvoir faire un rôle de traducteur parce que ces modèles qui existent depuis très longtemps ont été, pour des raisons de coût, réservés à un tout petit nombre, mais aussi pour des raisons d'expertise. Or, cette barrière de l'expertise, on a vu que la barrière du coût est tombée. La barrière de l'expertise, pour moi, est en train aussi de tomber grâce justement à ces IA génératifs qui vont agir un peu comme une interface pour nous aider à paramétrer ces modèles et à comprendre les résultats. Voilà, on peut parler en français courant, quoi, c'est ça. Exactement, exactement. Mais en français courant, on parle à des modèles experts qui sont utilisés par des traders dans les meilleurs hedge funds. Et voilà. Et donc c'est ça qui pour moi est une vraie révolution parce que nous au quotidien, quand on fait du conseil à nos clients, alors on essaye de pas trop leur en parler parce que sinon on va les perdre, mais on a accès à ces modèles-là. Et c'est évidemment, d'un point de vue impact sur ce qu'on va pouvoir leur proposer comme valeur, c'est énorme. Donc c'est la Rolls au prix d'une Twingo, quoi. Exactement. Arthur Jacquemin, pour vous, l'IA, c'est tout sauf un effet de mode. Expliquez-nous ça. Oui, nous, notre conviction à la bienveillance financière, c'est que vraiment l'intelligence artificielle, sa capacité à émerger aujourd'hui, et vous l'avez très bien décrit tous les trois, c'est vraiment qu'en fait c'est la suite logique de la transformation digitale des entreprises. C'est-à-dire qu'encore une fois, on le sait, un des moteurs clés pour faire fonctionner ces modèles, ces solutions, c'est la disponibilité d'une donnée de qualité. Et donc, il est assez logique, moi c'était ma conviction quand j'ai créé la bienveillance financière, c'est que cette transformation digitale appliquée à notre secteur, ça allait permettre de faire émerger ce qu'on appelle aujourd'hui, je crois que c'est un terme qui commence à s'imposer, le conseil patrimonial augmenté. C'est quoi? C'est l'expertise humaine, l'expertise métier augmentée d'une technologie.
et rendu plus accessible pour les raisons que vous avez définies tous les trois. Donc c'est vrai que nous aussi aujourd'hui, mon rôle c'est d'être aussi de vous montrer que ça peut être très concret. Donc nous, quand ces nouvelles possibilités offertes par l'intelligence générative, qui n'était pas possible il y a encore 2 ans, 3 ans, je rejoins complètement ce qui a été dit, on a fait des tests, on a fait des POC, et aujourd'hui on en a un qui a franchi un certain nombre de stades, puisqu'il est en test cette fois-ci, en pilote chez nos clients, avec Réponse IA. Et on est capable d'interroger des bases experts. Et je reviens sur tous les mots, mais je pense que c'est important que tout le monde se les approprie en langage naturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable d'interroger des bases de connaissances qui font autorité en matière de légal. Je ne sais pas si vous êtes déjà, s'il y a des étudiants dans la salle ou s'il y en a qui aiment ces sujets-là, mais si vous lisez le BOFIP ou le Code général des impôts, vous savez qu'au-delà de savoir ce qu'il faut lire ou c'est lire, quand vous le lisez, c'est pas un roman, hein, c'est quand même un langage qui est très technique. Donc non seulement vous allez pouvoir les interroger en langage naturel, mais ce que va vous permettre la réponse IA de la bienveillance financière, c'est aussi de bénéficier de la puissance de l'IA générative pour vous traduire, pour vous rendre accessible ces connaissances. Et c'est ce que nous, on a testé. Et ce que j'avais noté ici, effectivement, qui était important de dire, c'est qu'effectivement, l'IA générative ne date pas de 2022. Là, je vous rejoins. Par contre, moi, je fais quand même un pari, et je pense que je ne prends pas beaucoup de risques à vous l'exprimer aujourd'hui, c'est que l'émergence d'outils comme ChatGPT d'OpenAI, ça a ouvert la boîte de Pandore, et aujourd'hui, il n'y aura pas de retour en arrière. C'est ça, c'est le point sur lequel je voulais vous amener. C'est pas un effet de mode, c'est pas un train qui passe rapidement, c'est effectivement une révolution fondamentale qui va bouleverser nos vies. Alors j'aimerais qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet maintenant. Voilà, vous nous avez convaincus, hein, il est plus que temps d'adopter l'IA générative dans notre pratique professionnelle. Maintenant, concrètement, messieurs, dames, concrètement, qu'est-ce que ça va m'apporter à moi, CGP? Marc Rousseau, on commence par vous. Oui, moi j'aime bien donner l'image de Jarvis, Iron Man. C'est vraiment des super pouvoirs. C'est vrai quand on est face aux clients, c'est extrêmement aussi gratifiant d'avoir accès à des modèles très avancés ou des bases de données, parce que ce monde de la finance existe quand même aussi sur une asymétrie d'information importante. On se le dit souvent, on a des clients qui comprennent pas forcément. Voilà, c'est notre rôle, mais c'est aussi notre rôle de leur apporter le meilleur. Et c'est ça vraiment qui est, je pense, le changement qu'on va pouvoir apporter aussi en termes d'impact, parce que je pense qu'il faut aussi le relier à ce qu'on fait dans notre métier, c'est-à-dire que l'investissement, les choix d'investissement qui sont faits ont des impacts très forts. Et donc d'arriver à les diriger en fonction de valeurs de nos clients, etc., ça change, la vie de nos clients, mais aussi potentiellement autour, sur des sujets, on parle beaucoup de ESG, etc., c'est aussi très important. Vous avez des exemples à nous donner de ce que ça apporte concrètement à un CGP, l'IA? Ce qui est vraiment, je pense, très, très intéressant, ça va être d'arriver à ultra personnaliser une réponse, de prendre en compte vraiment les valeurs d'un client, ce qu'il veut faire. Ça, c'est vraiment le rôle du CGP, de comprendre ça, de le traduire, et ensuite d'avoir une réponse quasi immédiate, en fait. De ne pas passer du temps sur des tâches qui ne sont pas faites pour notre cerveau. Je pense que c'est ça, c'est d'arriver de manière très fluide à mettre en application ce qu'on aimerait le meilleur pour notre client. Arthur Jacquemin. Oui, nous, tel qu'on conçoit effectivement ces solutions, pour être très concret, aujourd'hui, ce concept de conseil patrimonial augmenté, l'idée, c'est vraiment de vous permettre, en quelques clics, en langage naturel, d'accéder à une somme d'expertise au profit de vos clients et que vous puissiez, de manière très rapide, parce qu'aujourd'hui, l'ingénierie patrimoniale, si on regarde avant la technologie, concrètement, elle est accessible à qui ? Uniquement aux clients de la gestion de fortune. Et quand on prend le portefeuille moyen, on va dire, dans les gens qui sont dans la salle, on sait qu'en moyenne, vous accompagnez à peu près 150 familles. Et finalement, ceux à qui vraiment vous avez le temps d'adresser ce type d'accompagnement, de conseil global, avec tous les impacts qui ont été rappelés, souvent, c'est que 5 ou 10 familles. Pourquoi ? Parce que ça prend un temps fou
de définir une trajectoire patrimoniale, de proposer à vos clients un wealth planning. Il faut faire des recherches, il faut aller très loin dans le recueil d'informations, il faut creuser, il faut investiguer, il faut regarder la jurisprudence. Donc souvent, d'un point de vue purement matériel, mais aussi en termes d'analyse économique, ce n'est pas rentable pour vous de passer autant de temps sur tous vos clients. Là, on parle d'une solution opérationnelle où vous allez pouvoir mobiliser des connaissances juridiques, fiscales, financières, immobilières, avec du profiling, de manière très concrète. Vous allez pouvoir adresser à vos clients ce type d'accompagnement qui était autrefois pour vous un pain somme et qui tout simplement n'était pas possible de délivrer. Donc il faut vraiment s'imaginer qu'aujourd'hui ces solutions d'IA, elles vont apporter deux choses, de l'efficacité et de la valeur ajoutée. Parce qu'encore une fois, votre temps n'est pas disponible. Il y a une étude très sérieuse qui est sortie. Le temps disponible pour un professionnel de la gestion de patrimoine aujourd'hui, c'est à peu près 30% de son temps. Donc comment on peut vous mettre à disposition cette capacité à accompagner dans le conseil vos clients? C'est là où l'intelligence artificielle, et notamment l'IA générative, à travers des solutions comme les nôtres, va vous permettre très concrètement d'adresser ces problématiques pour vos clients. Donc, ce que je retiens de ce que vous avez dit, notamment ce qui est très frappant, c'est que finalement, les meilleurs conseils qu'on donne à une poignée de clients, le temps qu'on passe à ces clients privilégiés, on va pouvoir étendre ce nombre de clients privilégiés, on va pouvoir le multiplier, on va pouvoir non pas rester à 5 ou 6 clients sur son portefeuille, mais aller vers combien 30, 40, 50 clients? Nous, chez nos premiers partenaires utilisateurs des solutions, l'idée, en fait, c'est que l'intégralité de leur portefeuille client accède désormais à cet accompagnement, à l'intégralité. Hein, c'est vraiment l'objectif qu'on se donne. Victor Storchamp, même si vous n'êtes pas CGP vous-même, et peut-être, je ne sais pas dans quelle est votre connaissance du monde de la finance, mais alors justement, sur ces questions. Pas du tout, peut-être je voulais compléter par un élément de méthode, parce qu'effectivement, je ne suis pas expert de ce métier du tout. Quand on commence à vouloir expérimenter, à essayer de trouver quels sont pour un métier spécifique les cas d'usage pour lesquels l'IA va pouvoir créer de la valeur, il faut, je pense, bien que vous compreniez que vous êtes absolument central au centre du processus de recherche de ces cas d'usage. Classiquement, ce qu'on fait, c'est un peu une espèce de matrice entre l'impact et la faisabilité. Sur l'impact, vous êtes expert de votre métier et vous savez, en fait, sur un workflow ou un processus métier, abstraire des tâches, typiquement aller regarder dans des bases de données, extraire de l'information, inférer certaines décisions, etc. Et ensuite de travailler ou de venir discuter avec un expert technique qui, lui, comprend plus la faisabilité des choses. Mais vraiment au centre, lorsque vous voulez créer de la valeur et pouvoir prioriser les cas d'usage dans votre cabinet ou pour votre activité, la notion d'impact, c'est vraiment l'expert business et l'expert métier qui la détient. Guy Métienne, quel est votre avis sur ce que ça peut apporter concrètement à CGP? Pareil, moi je ne suis pas du tout une experte de vos métiers, vous êtes les experts. Par contre, je peux vous dire ce que pense la filière et l'AI Act aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une grosse réglementation qui vient de sortir, qui vient réguler l'usage de l'intelligence artificielle. Et ça complète tout à fait ce que dit Victor, hein, c'est qu'en réalité vous êtes au cœur du processus et qu'elle est là pour vous épauler et pour vous faire gagner du temps. Et surtout pour les tâches qui sont fastidieuses, vous allez gagner en précision. Voilà, c'est ce qu'on peut vous dire principalement. Ça va vous éviter d'avoir à gérer des tâches qui sont répétitives et sur lesquelles vous risquez de faire des erreurs parce qu'on connaît, alors je ne sais pas si vous vous servez de documents Excel, mais j'imagine qu'on s'en sert. Approchez un peu le micro, Guy. Pardon. Je ne sais pas si vous vous servez de documents Excel, mais j'imagine que tout le monde s'en sert dans son métier. Passer des heures sur des lignes d'Excel, c'est pas marrant. Mais aujourd'hui, l'IA peut vous aider à supprimer cette tâche fastidieuse et répétitive et à éviter les erreurs. Oui. Tout a déjà été dit à ce niveau-là. Alors on va rentrer un peu plus précisément encore, un peu plus profondément. Quels aspects, Marc et Arthur, quels aspects du métier de CGP sont les plus à même de changer avec l'IA générative? Moi, je trouve qu'il y a un aspect du métier de CGP qui est extrêmement intéressant, mais en même temps très difficile, c'est que ça touche à énormément de sujets. Il y a vraiment une dimension 360, donc c'est impossible d'être expert. Donc évidemment,
on peut s'entourer d'experts. Mais après, ce qui peut arriver, c'est aussi d'avoir des solutions qui vont être optimales, mais uniquement sur certains sujets. Voilà, quelque chose qui va être optimal d'un point de vue fiscal, mais qui ne sera pas financièrement, etc. Et donc pour moi, ce qui peut vraiment changer, ça va être cette dimension 360, d'avoir, comme on a accès quand même à des choses qui vont être beaucoup plus intégrées, de pouvoir apporter beaucoup plus facilement des solutions à 360 et évidemment ainsi beaucoup plus valorisable. Et je sais que c'est un sujet aussi dans la profession. Voilà, comment on se fait rémunérer, honoraire, pas honoraire. Nous, en fait, on a quand même, quand on fait nos missions, en général, on n'a pas trop de problèmes à facturer des honoraires parce que justement, le client voit bien la capacité à aller connecter tous les points et donc à être un acteur central là où il pourrait se dire oui, moi je vais payer mon avocat parce que il est expert et voilà, alors que le CGP il va peut-être avoir un petit peu de mal à faire comprendre vraiment cette valeur qu'il apporte par la connexion à 360. Arthur Jacquemin. Oui, effectivement, merci. Je pense que alors nous, vous l'avez compris, hein, on reste focalisé sur notre cœur de métier qui est le conseil patrimonial ou l'ingénierie patrimoniale. Nous, on pense qu'encore une fois, alors de certains acteurs, je dis ça parce que certains vont voir plutôt des cas d'usage, des cas d'application sur la location d'actifs. Certains vont se concentrer sur la conformité. Et évidemment, tout ça va répondre aussi à vos problématiques que vous avez dans le cadre de la gestion globale d'un dossier. Mais l'idée du conseil patrimonial augmenté grâce à l'IA, c'est de vous permettre, même quand vous êtes un cabinet effectivement de petite taille, voire une activité que vous exercez seul, d'avoir accès à une expertise comme si sur un dossier pour lequel vous pensez que la famille de votre client en a besoin, comme si vous étiez dans une banque privée. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va être capable de faire avec ces solutions-là, c'est de vous apporter une expertise globale, 360 pour reprendre ton expression, qui va vous permettre d'aller très loin dans le conseil et d'avoir vraiment... Ce que va permettre l'intelligence artificielle, c'est bien sûr de faire parler les textes de loi, de vous les mettre à disposition de façon claire, de façon structurée, mais ce que ça va vous permettre aussi sur les données que vous avez de vos clients, que souvent vous avez travaillé sous un prisme réglementaire contraint. Là, pour une fois, je vais dire, tout le travail que vous avez fait de mise en conformité de votre cabinet, grâce à l'IA, vous allez en retirer tous les fruits. C'est-à-dire que l'IA va aussi vous permettre de faire parler les données. Et c'est là où nos systèmes vont permettre de vous pousser de manière proactive, non seulement une analyse globale, juridique, fiscale, financière, immobilière, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais aussi vous allez passer à une gestion proactive de vos clients où avant même qu'ils expriment parfois certains risques dont ils n'ont pas conscience, vous allez être capable de les accompagner. Alors c'est une question que j'aimerais poser à chacun d'entre vous. Est-ce qu'on peut faire le parallèle avec le monde de la médecine ? Aujourd'hui, l'IA est capable de voir ce qu'un médecin ne peut pas voir. Elle compile des cas, elle aide au diagnostic. Qu'est-ce qui est vrai là-dedans pour les CGP, Victor Sorchamp ? Même si, encore une fois, vous n'êtes pas CGP. Mais le parallèle, le parallèle avec la médecine, est-ce qu'il vous semble pertinent ? Qui est prévenu de la question. Hein. Vous n'avez aucune raison d'hésiter. Le parallèle avec la médecine. Pardon. Est-ce que voilà, on sait que l'IA est très très utilisée dans la médecine, dans la santé. Elle permet d'affiner des diagnostics ou de poser des diagnostics qu'un médecin n'aurait pas posés naturellement. Est-ce que en matière de finances personnelles également, dans la matière qui nous occupe aujourd'hui, vous pensez que l'IA peut agir un peu de la même façon ? Oui. Alors, c'est vrai qu'en médecine ou en biologie, on voit beaucoup d'études passées, de modèles qui font mieux de benchmark, en gros, entre la machine versus l'humain, le système d'IA versus le médecin. C'est souvent des expériences qui sont faites en laboratoire et donc c'est toujours, encore à l'heure actuelle, un peu à prendre avec des pincettes. En vérité, je pense que la meilleure utilisation de l'IA, que ce soit en médecine ou que ce soit pour vos métiers, c'est d'utiliser l'IA en complément pour s'augmenter et pas en remplacement. Et donc, oui, effectivement, aujourd'hui, il y a plein de tâches sur lesquelles l'IA est meilleure. Quand on l'augmente, par exemple, de base de données, elle va pouvoir vraiment
complémenter le professionnel. Et donc, de ce point de vue-là, on peut faire un parallèle, et les médecins, aujourd'hui, commencent à utiliser ces process, par exemple, sur de l'analyse d'images IRM en post-processing, pour pouvoir accélérer et pour gagner en productivité. Donc, de ce sens-là, vos métiers, la médecine ou d'autres industries, les gains de productivité sont très transverses. Arthur Jacquemin. Oui, moi j'aime bien le parallèle. Moi je pense qu'il faut aussi être très lucide. Hein. On est quand même sur une révolution qui est en cours. Pour reprendre cette métaphore médicale ou de la santé, moi je suis assez d'accord pour dire que l'intelligence artificielle est déjà suffisamment mature, nourrie, avec suffisamment de corpus sur la partie diagnostic. Par contre, moi je tiens à rassurer tout le monde sur la partie remède. Je pense que là on a encore besoin d'un petit peu de temps. Donc nous, quand on parle des solutions patrimoniales, hein, je veux être très, très honnête avec vous et très transparent, nous il n'y a pas une recommandation patrimoniale qui est adressée à nos clients, qui n'est pas supervisée par des ingénieurs patrimoniaux salariés de la bienveillance financière. Autrement dit, je pense que sur la partie diagnostic, oui, nos systèmes sont suffisamment matures. Par contre, sur la partie vraiment trouver des solutions, on a encore une intervention humaine, on a encore un apprentissage. Et voilà, nous, sachez que quand vous utilisez la bienveillance financière, j'insiste, il n'y a pas une recommandation, il n'y a pas une réponse IP qui sort sans avoir été visée par un humain, et donc un ingénieur patrimonial agréé dans notre cas. Guy Métienne, c'est un parallèle qui vous parle, ça? Oui, c'est une façon très optimiste en plus de parler de l'IA. C'est assez positif, donc j'aime bien le parallèle. Par contre, ça me fait revenir au point que je vous ai dit au tout début, qu'une intelligence artificielle, ça ne réfléchit pas. En fait, ça apprend à reconnaître. Donc le parallèle avec la médecine est très bien. L'IA va vous permettre de détecter un cancer plutôt que les yeux d'un médecin, par exemple. Par contre, ça réfléchira jamais comme votre médecin, parce que déjà, votre médecin a fait beaucoup d'années d'études. Donc on le respecte pour ça. Mais une IA réfléchira jamais comme un médecin, parce qu'il n'aura pas tous les éléments pour poser le diagnostic. Ça peut être hyper... ça dépend d'un cas à un autre, les patients ne sont pas forcément les mêmes, les antécédents ne sont pas toujours les mêmes. Donc le parallèle se fait. Par contre, l'IA reste une machine qui aide à lire, parce qu'elle a été entraînée à lire quelque chose de spécifique, de particulier. On détectera, une IA pourra détecter plutôt le cancer du sein, par exemple. C'est une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps. Mais appliquée à, je sais pas, une autre partie du corps, ça aura beaucoup plus de mal à le détecter. Donc oui, c'est utile, mais chaque IA aura son objectif, son but, et il faut que ça reste comme ça. Marc Rousseau, sur cette question, assez brièvement. Oui, moi je pense aussi que effectivement l'IA, on a des entrées, quand on a des entrées qui sont très claires et un objectif qui est très clair à la sortie, ça marche très bien. Sauf que dans notre métier, les entrées sont souvent assez floues. Il y a, elles sont vraiment pas faciles à même faire accoucher par nos clients. Et de la même manière, l'objectif, la sortie, la solution qu'on va apporter, elle va dépendre. Un investissement peut convenir à un client, mais pas à un autre, pour des raisons qui peuvent être autres qu'un rendement, un risque. On est dans le subjectif, on est dans l'humain. Exactement. Et donc c'est en ça où on a encore de très belles années devant nous, et c'est en ça où la médecine, probablement, ça ira plus vite, parce que on a des symptômes, j'arrive pas à respirer, ça siffle, un coup de ventoline, et normalement je suis guéri. Donc les entrées sont assez claires, et l'objectif est aussi très clair, on veut être guéri, c'est tout. Alors finalement, je vais vous poser la question maintenant. J'avais prévu de la poser plus tard, mais elle vient tellement naturellement maintenant. Victor Torchamp, est-ce que l'IA peut remplacer un jour complètement le CGP, comme peut-être elle pourrait remplacer le médecin un jour complètement? Alors la question, fondamentalement, elle pose la question de la dynamique et comment en fait on se projette. Donc c'est toujours difficile de répondre à cette question sans mettre un horizon de temps. Parce qu'à échéance, une centaine d'années, on peut imaginer à peu près quoi que ce soit, surtout au niveau de la rapidité, vu la rapidité de l'évolution de cette technologie. Ce que j'aime bien rappeler pour répondre à cette question, c'est que d'abord, l'IA, ce n'est pas une science. C'est-à-dire que les composants, comme l'a rappelé Guillemette, qui forment l'IA, donc des maths, computer science, tout ça, sont
des sciences prises indépendamment. Mais l'IA, pour que quelque chose soit une science, il faut soit que vous ayez une théorie très établie, soit un protocole d'évaluation qui fasse un peu consensus parmi la communauté. En fait, on n'a ni l'un ni l'autre pour l'IA. Et donc, d'où toutes les problématiques d'évaluation que la communauté se pose et n'arrive pas encore à régler. Et donc, si vous voulez, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on n'a pas des lois et des grands théorèmes pour l'IA, mais des espèces de lois de passage à l'échelle un peu empiriques où on essaie de prolonger un peu des lignes et on se dit, d'accord, si on continue un peu sur cette dynamique, qu'on continue à faire grossir les modèles, là on observe un peu des rendements décroissants et on se projette comme ça dans les années futures. Bon, ça c'est l'incertitude, et quand on regarde l'histoire de l'IA, les plus grands experts en fait n'ont cessé de se tromper. Donc on pourrait prendre 1000 exemples, j'en prendrai juste un. Donc Jeff Hinton, prix Turing, grand professeur d'IA qui a participé vraiment à l'essor du deep learning avec des avancées majeures, qui nous dit en 2015 qu'à échéance 5 ans, on n'aura plus besoin de radiologue parce que la machine fera absolument tout, etc., etc. Donc toujours compliqué, même à échéance 5 ans, et que j'ai envie de dire que les meilleurs experts de la prospective en IA ne sont pas les technologistes, justement, mais certainement beaucoup plus les économistes qui, eux, ont l'expérience et l'analyse de ces diffusions de technologies qu'on appelle à usage général, donc General Purpose Technologies, comme l'électricité, comme la machine à vapeur, et des espèces de goulots d'étranglement quand on veut diffuser ça dans la société, dans l'économie. On doit attendre des innovations secondaires, par exemple pour l'informatique, la souris, le clavier, on doit former les gens, etc. Et donc, beaucoup plus de variables pour comprendre la dynamique que seule la dynamique technologique. Ceci dit, si on se projette à échéance 3 ans, on voit bien qu'on a de plus en plus des modèles efficaces, petits, qui peuvent être alignés et extrêmement performants sur tous les cas d'usage dont on vient de se parler. Et à la fois les labs d'IA qui sont dans une espèce de course d'inflation sur la taille des modèles et les ressources et les investissements qui sont mis. Et donc on a ce phénomène de modèles et de performance qui se prolonge. Donc peut-être pour donner juste un dernier exemple sur ça, on mettait beaucoup de capacités de calcul dans l'entraînement des modèles et puis on observait un peu des rendements décroissants et donc tout le monde se disait qu'on était sur une vague un peu descendante. C'est peut-être ce que vous avez un peu entendu à la rentrée. Et là, OpenAI sort un nouveau modèle où ils ont un peu changé le paradigme, mais au lieu de mettre toute la puissance de calcul dans l'entraînement des modèles, ils en mettent aussi à l'inférence. Donc quand on sert le modèle, on va dépenser plus de calcul pour demander au modèle de réfléchir sur sa réponse, donc réfléchir avec des gros guillemets, comme l'a dit Guillemette, mais de venir retravailler sa réponse pour peut-être prendre plus de temps, mais délivrer une réponse plus rapidement. Et donc à chaque fois qu'on a un peu ces shifts technologiques, on a des dynamiques qui changent. Donc pour faire une réponse brève, et peut-être un tout petit tour de table, remplacer un jour, oui ou non? Non. Non. Non, il y a un rôle aussi vraiment de maïotique, comme je le disais un tout petit peu avant. Ça ne remplacera pas, ça va faire évoluer. Arthur? Clairement, non. Non, nous on croit beaucoup. Toutes nos solutions nous sont à destination des professionnels de la gestion de patrimoine. Si on a le temps, on parlera aussi un peu de savoir si c'est des outils qu'il faut mettre à disposition du client final. C'est prévu. Moi, clairement, je réponds non. Guillemette? Alors oui et non. Non, évidemment, l'idéal ce serait que ça remplace jamais l'humain. Après, on est à l'abri de rien. Ça dépend de l'intention de celui qui va développer l'IA. En termes de capacité aujourd'hui, c'est pas possible. Mais si l'intention est mauvaise, on pourrait arriver jusque-là, malheureusement. Mais finalement, avec l'IA, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que Galilée, si l'IA avait existé à l'époque, Galilée aurait eu tort, puisque l'IA ne fait que reproduire des choses connues, reproduire des stéréotypes. Est-ce qu'elle est capable de prédire, d'inventer, d'aller plus loin, de voir d'aller sortir du cadre, de voir ce qui marchera ou ce qui marchera pas? Peut-être une réponse courte de votre part, Victor.
Oui, alors en 2 mots, oui, en fait, et ça c'est objectivé par la science, il y a un certain nombre d'expérimentations à la fois donc de benchmark en fait de créativité où on teste et on regarde vraiment donc selon des paramètres établis par la science à quel point ces modèles peuvent être créatifs dans la façon dont ils vont résoudre un problème de maths, la façon dont ils vont jouer à un jeu. Et effectivement, il y a une technologie emblématique qui s'appelle le reinforcement learning qui permet à ces modèles d'avoir une capacité de création. Donc voilà, c'est plus que simplement de la redite. Merci. Merci pour la brièveté de la réponse. Arthur Jacquemin, est-ce que, on a commencé à en parler, est-ce que l'IA est à mettre entre toutes les mains, et en particulier, voilà, question importante pour les CGP, entre les mains du client final? Alors, pour moi, cette question, elle est vraiment très, très importante. Alors, bien sûr, elle va dépendre de la personne que vous interrogez en tant qu'entrepreneur et de savoir quelle est sa stratégie d'entreprise. On parlait d'intention et quelle est sa stratégie, bien sûr, d'intelligence artificielle au service de cette stratégie. Mais pour nous, très clairement, la réponse est non. Donc, nous, toutes nos solutions en la bienveillance financière sont uniquement à destination des professionnels de gestion de patrimoine. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons qui nous fondent à avoir cette position de marché. La première, c'est qu'on le sait tous, il y a quand même en France un sujet de culture financière, patrimoniale, budgétaire des Français. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu paradoxal de souligner à quel point les Français, en tant qu'épargnants, qu'investisseurs, sont très rapidement perdus. Vous voyez toutes les études qui sortent régulièrement par les grands acteurs institutionnels, à quelle vitesse les Français décrochent quand on parle de gestion de patrimoine, de gestion des finances personnelles, d'épargne, de préparation de la retraite. Donc voilà, pour nous, c'est déjà quand même un côté très, 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 très étonnant de constater à quel point les Français ne maîtrisent pas les enjeux patrimoniaux et à quel point on voudrait les rendre autonomes. Donc pour nous, déjà là, c'est un premier paradoxe. Deuxième sujet, pour nous, qui est très important à prendre en compte, c'est quand même la relation de confiance. C'est pour ça que nous, on capitalise beaucoup dessus. Et c'est pour ça que la question que posait Philippe tout à l'heure, moi, je réponds non sur le fait qu'un jour, vous soyez remplacé par des robots. C'est des films de science-fiction qui nous font peur et qui nous font passer des bons moments. Mais aujourd'hui, n'oublions jamais que, et vous le savez tous quand vous êtes en rendez-vous client, regardez à quelle rapidité vos clients ont besoin de vous, même pour répondre aux questions que vous posez. Donc la relation de confiance, votre capacité à la découverte client sincère, globale, totale, elle est essentielle. Et troisièmement, il y a quand même une notion aujourd'hui qu'on a encore pas trop eu le temps de développer, mais c'est quand même la notion dans le conseil de responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, les solutions qui font croire qu'on pourrait se passer de vous, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a des disclaimers à chaque étape. C'est quoi l'intérêt de dépenser des centaines de millions pour des outils où à chaque fois qu'il y a une information qui sort, elle est sous réserve non contractuelle à vérifier ultérieurement, etc. Donc non, aujourd'hui, je pense que quand on a l'ambition de faire du conseil patrimonial augmenté, et vous le savez tous, on va faire des préconisations qui vont avoir un impact sur la vie des gens. On va leur dire comment investir, sur quel support, combien, comment l'allouer, comment ils vont protéger leurs enfants handicapés, comment ils vont préparer la transmission de leur entreprise qui est une vie de travail. Sur ces choses-là, on a vraiment, encore une fois, besoin d'un conseil humain de proximité qui connaît son client. Et d'ailleurs, vous le savez bien, vous souvent, vous allez devenir un peu le confident de vos clients. Et dans les faits, au fil des années, vous allez même commencer à rencontrer leurs enfants, leurs petits-enfants. J'ai même des partenaires qui commencent à me dire qu'ils ont ouvert des contrats même pour les arrière-petits-enfants de leurs clients. Donc ça, c'est fondamental. Et juste sur la question d'avant, je voudrais juste rajouter, parce que c'est aussi une chose qui me semble importante, parce que nous, on est aussi une entreprise à mission, donc sur l'intelligence artificielle, on se pose beaucoup de questions sur le comment on le fait et sur quel impact. C'est quand même l'explicabilité. Je pense que c'est très important aussi que quand vous allez choisir votre partenaire IA, vous vous demandez, mais les résultats, ils sont explicables comment? Ils viennent d'où? Est-ce qu'ils auraient... Voilà, que vous vous posiez la question de « mais si j'avais interrogé ». Et donc sur l'explicabilité, c'est aussi quelque chose qui est important. Et ça, il n'y a que vous qui êtes le garant, à travers les outils que vous utilisez, du comment vous êtes arrivé à produire ce conseil pour votre client, qui est votre client final. Merci Arthur. Alors le temps tourne très vite, il est déjà 16h25 et je tiens à ce qu'on garde du temps pour vos questions, une dizaine de minutes. Il y a vraiment un sujet qu'il faut aborder, c'est celui des risques. Je me tourne vers vous, Guillemette, puisque c'est vraiment votre spécialité.
Voilà, comment essayer de limiter les risques quand je passe à l'IA, comment me prémunir de ces risques, est-ce qu'il y a des risques de fuite de données, quels sont les principaux risques? On vous écoute sur ce point. Alors, il y a des risques quand vous utilisez l'IA, évidemment. Mais plutôt que vous parlez simplement de risques, je vais plutôt vous parler, parce qu'il y en a plein, on pourrait les citer, on pourrait y passer du temps, mais on va rester sur une note positive. Il y a des solutions. J'ai un peu le micro. On va rester sur une note, pardon. Posez-le sur le menton, carrément. On va rester sur une note positive. Aujourd'hui, il y a des risques, mais il y a beaucoup de solutions qui existent face à ça. Donc, certes, vous avez une question qui se pose par rapport à la sécurité de vos données, et elle est légitime. Mais aujourd'hui, vous avez le choix de choisir les solutions qui sont de confiance. Donc, c'est réellement le terme. En réalité, et c'est pour ça que je vous ai dit que j'ai répondu un peu de manière pas provocante, mais à la dernière question, est-ce que l'IA pourrait remplacer l'humain? J'ai dit oui, peut-être, parce qu'en réalité, ça va dépendre de l'intentionnalité qui est placée derrière l'IA, en réalité. En Europe, on s'attache à réglementer beaucoup nos domaines d'activité. On vient le faire avec le règlement sur l'IA, qui vient mettre en avant cette idée d'IA de confiance qui est vraiment essentielle. Pour vous résumer assez simplement, la filière industrielle de la confiance numérique a défini l'IA de confiance sur 3 piliers majeurs. Une IA qui va respecter son cadre juridique, donc l'AI Act. Une IA qui va respecter un cadre technique, donc qui est explicable, interprétable, transparente et qui peut résister à des cyberattaques. Parce qu'une IA sans cybersécurité, c'est pas très fiable. Et une IA qui va respecter un cadre éthique, qui est essentiel dans l'IA aujourd'hui. Or, on sait que l'éthique, c'est une construction qui est culturelle, et qui dit culturelle, dit aussi souvent géographique. Donc, si vous voulez que la sécurité de vos données soit assurée, et que, par conséquent, et par effet domino, vos droits, vos libertés et vos valeurs fondamentales soient protégées, il faut choisir des prestataires, des interlocuteurs de confiance, des partenaires qui sont en lien, en phase avec ces valeurs-là et ces droits et ces libertés-là. Et donc qu'ils soient européens, c'est un point sur lequel vous insistez. Voilà. Pour protéger ces valeurs-là, ces droits-là, il faut vous tourner vers des prestataires qui soient européens, français, pour vous assurer que vos données soient sécurisées. Ou tout est... Il y en a énormément déjà. Tout aux États-Unis. Non, il y en a beaucoup en Europe, il y en a beaucoup en France. Déjà, rien qu'à la Seine, vous en avez 130 interlocuteurs de confiance. Et ils sont tous hyper variés. Il y a des cas d'usage qui sont hyper divers et beaucoup de possibilités encore. Donc, vous avez le choix en France, vous avez le choix en Europe. Ne choisissez pas forcément la facilité parce que la première information sur ces prestataires-là qui existent, c'est pas forcément celui de confiance, on peut le dire comme ça. Renseignez-vous, il y a beaucoup de solutions qui existent et européennes et françaises. Marc Rousseau et Arthur Jacquemin, comment limiter les risques? Quels sont les risques d'abord et comment les limiter? On a parlé, l'IA, c'est des mathématiques. Il y a aussi peut-être un risque de trop avoir confiance dans les résultats. Si on se projette et qu'on va dans la mise en œuvre, pour la petite anecdote, un exemple vécu personnellement où j'avais fait tous des beaux algorithmes, etc. pour un automate de trading et où au final j'avais fait une toute petite erreur très bête qui a fait tomber en fait l'architecture de trading de mon prime broker, donc j'étais pas très fier. Mais tout ça pour vous illustrer en fait que oui, on peut travailler énormément, l'IA et les mathématiques vont donner confiance. Mais il faut toujours garder son esprit critique. C'est ça qui fait notre humanité, c'est ça qui est cette intelligence, vous en parlez tout à l'heure, c'est ça la vraie intelligence humaine, parce qu'en fait l'IA est aussi très bête, et donc le risque, ça va être peut-être de lui donner justement trop d'intelligence, ou lui prêter trop d'intelligence. Et comment je vais me former, moi CGP, comment je vais me former à utiliser ces nouveaux outils? Arthur Jacquemin. Là-dessus, encore une fois, même si on l'a dit, les mathématiques appliquées à l'IA sont anciennes et les modèles sont robustes. Moi, je crois que surtout, ce qu'il faut, c'est vous faire confiance et surtout vous encourager à tester. Je pense que le vrai risque pour moi que je vois, c'est effectivement consacrer que serait une fatalité que les solutions technologiques soient forcément américaines ou chinoises, première chose, mais
pour vous, d'un point de vue purement business, je pense que le premier risque, ce serait de se dire que vous aurez le temps, vous ferez ça plus tard, c'est pas pour vous, c'est pour des générations plus jeunes, que sais-je. Moi, je crois qu'il faut vraiment que vous soyez aussi tranquillisés par rapport à ça et sereins. On a tous démarré en testant. On a tous démarré il y a 2 ans avec ChatGPT d'OpenAI qui a été imité depuis. Et juste pour vous donner une anecdote, je vais vous en donner même 2. Nous, à un moment donné, donc nous, on est encore une fois sur notre spécialité du conseil patrimonial. Ce qui nous a fait beaucoup rire, c'est que nous, on a tout de suite posé des questions pointues. Hein. Vous imaginez, quand vous avez 15 ingénieurs patrimoniaux, c'est des experts, donc eux, ils vont tout de suite tester la robustesse du modèle. Et nous, quand on a vu que ChatGPT inventait des articles de loi, ça nous a fait beaucoup rire. Mais en même temps, on s'est dit, il y a quand même un vrai risque. C'est que, je ne sais pas si vous avez fait attention au style de réponse de ChatGPT, c'est hyper assertif, c'est hyper bien fait. C'est un style anglo-saxon, c'est hyper bien structuré. Si vous ne connaissez pas la matière qui est traitée par ChatGPT, Vous laissez avoir. on se laisse avoir, mais très facilement. Et c'est nous qu'à un moment donné, on dit, bah tiens, il faut voir dans la 6e annexe du Code général des impôts, puis on se regarde, on se dit, mais il n'y en a que 4, c'est pas possible ça. Et on a commencé comme ça. Et donc on a joué avec, mais vous voyez, c'est toujours, faites-vous confiance. Vous voyez que évidemment, vous allez constater tout de suite les limites du modèle. C'est ce qu'on appelle les hallucinations. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais nous, évidemment, on a beaucoup travaillé à trouver des réponses à cet aspect-là. Et je pense que c'est important, encore une fois, de tester. Et c'est sans doute en le faisant que vous allez vous faire vos convictions. Et il faut vraiment ne pas passer. Moi, je disais, la boîte de Pandore est ouverte. Aujourd'hui, le train est parti. Je pense que le premier risque, ce serait de vous tenir en marge de ça et de vous dire, vous êtes un cabinet trop petit ou vos clients ne s'y prêtent pas, que sais-je. Moi, je pense que le vrai risque, c'est de ne pas monter à bord du train et il faut vraiment l'utiliser. Ah oui, deuxième exemple, pardon, pour vous dire aussi comment nous, on l'utilise pour se challenger. On essaye, hein, dans la démocratisation, on est très investi sur la pédagogie patrimoniale. Et donc, vous voyez, quand on fait un article sur un sujet pour nos clients à travers des newsletters, je ne rentre pas dans les détails, bah souvent on se dit, bah tiens, on va poser la question aux chatbots en place, aux outils qui existent, on va lire leurs réponses et le défi qu'on a avant de mettre en ligne un article, c'est tout simplement de vérifier est-ce que le nôtre, bah, il est plus pertinent, est-ce qu'il donne plus d'exemples, est-ce qu'il a évité des erreurs, est-ce qu'il est aussi pertinent sur la forme et sur le fond. Et vous voyez, nous, très humblement, on se challenge avec les outils comme ça, avec pour une mission très simple, on veut que nos articles apportent plus de valeur à nos lecteurs que s'ils l'avaient posé la question directement dans un outil. À ChatGPT. Voilà. Toute dernière question et réponse brève, s'il vous plaît, Marc Rousseau. Avant de vous passer la parole et de passer à vos questions dans la salle, vous m'avez dit que l'IA peut contribuer à améliorer la sécurité du cabinet. Dans quel sens vous dites ça ? Oui, dans le sens où, vous le mentionnez tout à l'heure, il y a beaucoup de tâches réglementaires, administratives. On peut aussi s'en servir, je dirais très vite, mais pour éviter toutes les potentielles erreurs là-dessus, donc avoir des choses beaucoup plus automatisées, beaucoup plus réglées. Et surtout, le deuxième message, peut-être, c'est aussi de dire les mathématiques sont votre ami. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que effectivement, on va apporter un conseil. Quand on a un raisonnement logique, mathématique, c'est aussi une manière de sécuriser notre conseil et de s'assurer que voilà, tout est tracé. On a apporté un conseil pour une raison logique. Après, on peut avoir tort, mais en tout cas, le raisonnement est là, il existe. Et ça, je pense, ça sécurise aussi énormément nos activités, puisque c'est là-dessus où on peut être challengé après potentiellement par les clients. Merci beaucoup Marc Rousseau pour la brièveté de la réponse. Alors, on vous écoute, nos invités vous écoutent. Si vous avez des questions, oui monsieur, ici. On va essayer de vous approcher un micro, je pense que c'est prévu, pour que tout le monde vous entende. Donc il s'agit, voilà, la demoiselle arrive, mais ça va prendre... Ah voilà, ça va plus vite comme ça. Voilà, vous allez avoir la parole. Allez-y, posez votre question. Bonjour et merci pour vos témoignages. Moi, je me place un peu de l'autre côté. On essaie de monter une start-up en IA pour aider les gestionnaires de patrimoine. Et justement, j'aimerais avoir vos avis sur les freins de ce domaine-là dans l'adoption de l'IA. Qui veut répondre ? Quelqu'un qui a monté une start-up, peut-être Marc Rousseau, non ? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris de quel frein vous parliez. Les freins pour le CGP ou Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une adoption massive, puisque vous avez fait l'éloge de l'IA, effectivement, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une adoption massive dans ce secteur des technologies d'intelligence artificielle? Est-ce que c'est des freins psychologiques, systémiques?
Quels sont les freins? Je pense que dans toute manière, on est en train de parler de changer des manières de travailler, des manières de faire du conseil. C'est une évolution qui va prendre du temps, c'est de la remise en question, c'est soi-même se remettre en question en fait dans notre manière de travailler au quotidien. Et donc ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas en claquant des doigts. Et de la même manière, appréhender un nouvel outil, comme vous le disiez avant, ça prend énormément de temps, il faut tester et il faut faire confiance. Et donc ça, c'est un frein naturel humain, en fait. Donc, voilà, c'est juste normal. C'est comme toute technologie d'adoption. Enfin, adoption de technologie, ça prend du temps. Quelqu'un avait envie d'ajouter un mot, Guillemette, oui? Alors parfois, il y a aussi un manque de connaissances. Le frein est, comme vous expliquez, un peu psychologique aussi, mais on change beaucoup de manières. Les gens ne sont pas forcément sensibilisés aussi à toute l'efficacité que ça pourrait produire. Donc quand on vous dit on va passer à l'IA, c'est pas très clair, on ne sait pas trop ce que ça veut dire non plus. Donc il faut leur expliquer ce que ça leur permet, et avec des choses concrètes, des exemples. Donc voilà, le frein, c'est peut-être que c'est pas très bien compris. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Allez-y, vous avez le micro. Tendez le micro à madame, s'il vous plaît, oui. Non, Merci. C'est monsieur, c'est pas C'est grave. monsieur. Vous êtes C'est pas grave. Moi, c'est mes lunettes que je dois changer. Hein. Vous êtes trop loin pour moi. Pardonnez-moi, monsieur. C'est Allez-y. pas grave du tout. J'ai une question assez pratique, surtout en direction de Guillemette. Déjà, je voulais remercier tous les intervenants pour leur exposé très brillant. Moi, j'ai une question pratique concernant la sécurité des données collectées auprès de nos clients. Vous avez parlé des serveurs européens. Aujourd'hui, si on veut trouver le bon serveur, c'est un peu la jungle et on ne sait pas vraiment à qui s'adresser. Donc, je voudrais savoir si, dans un avenir relativement proche, on pourrait imaginer qu'il y aurait un label décerné par je ne sais quel ministère. On en a un aujourd'hui, alors peut-être que ça sera fait, mais qui aujourd'hui peut nous aider dans cette offre et être certain d'avoir le bon partenaire? L'Alliance pour la confiance dans le numérique. Merci, vous posez exactement la bonne question, merci beaucoup. Alors non, plus concrètement, une réponse en 2 temps. Déjà, il faut poser les bonnes questions à vos potentiels partenaires, prestataires. Il faut leur poser ces questions-là, il ne faut pas avoir peur. Ils sont censés répondre, donc n'hésitez pas. Ensuite, la deuxième réponse, ça peut être qu'il y a déjà une grosse agence qui s'appelle l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui s'occupe d'aller identifier les prestataires plus ou moins de confiance via des qualifications et des certifications. Vous avez notamment le HDS, vous avez la certification Secnum Cloud, PAX, PASI. Vous avez beaucoup de qualifs certifs qui vous aident à identifier des gros partenaires, en tout cas des prestataires de confiance. Donc l'agence qu'il faut retenir, c'est l'agence? Alors c'est l'ANSSI, mais j'y mets des guillemets parce que l'ANSSI s'occupe d'aller... L'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information. Mais l'ANSSI va s'occuper surtout de protéger les OIV, qui sont des opérateurs d'importance vitale, donc qui n'est pas forcément adapté à tout cet ensemble de start-up qui est en dessous. Et donc, effectivement, une organisation professionnelle, c'est peut-être un bon interlocuteur pour ça. Est-ce que ça répond à votre question, monsieur? Oui, tout à fait. Très bien, merci. Et encore une fois, pardonnez-moi pour mon erreur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a une question tout au fond. Bonjour, je suis conseiller financier. Je voulais d'abord apporter un très bref témoignage et une question. Déjà, merci pour vos interventions. Alors, témoignage, je confirme en tant que professionnel du patrimoine, alors qui se lance de mon côté, la puissance de l'IA. J'ai eu la chance d'être bêta-testeur de racinai.com que vous connaissez peut-être, qui permet de effectivement automatiser énormément de tâches pour le patrimoine. Et je voulais effectivement dire que c'est bluffant. Néanmoins, ça ne fait pas tout encore. Et ma question est la suivante. À partir de quand vous pensez que l'ensemble des conseillers en gestion de patrimoine vont adopter ce type d'outils? Est-ce qu'il va y avoir certains qui seront réfractaires et qui pourront continuer, ou finalement on va être remplacés tous par des CGP qui utilisent l'IA? Merci. Merci pour ce témoignage et cette question. Qui peut répondre? Qui s'empresse de répondre, visiblement? Oui, Victor Torchant. Peut-être très rapidement, et en plus la question rejoint la première question. Tout à fait. En fait, on a beaucoup parlé de modèles qui sont généraux. Quand
cette technologie a besoin d'être verticalisée sur vos cas d'usage, et pour ça, il y a beaucoup plus que juste le modèle. Il y a la façon dont vous l'utilisez, il y a l'interface utilisateur, et donc il faut aussi le temps que ces modèles ils puissent s'asseoir sur vos données. Donc la problématique des données, c'est amener le modèle aux données, amener le modèle là où le serveur, vos données résident, et pas l'inverse, parce que voilà, on a des problèmes. Et donc tout ça, ça prend du temps. Parce qu'on a besoin qu'un écosystème puisse venir fine-tuner, c'est-à-dire aligner des modèles sur vos données pour vos cas d'usage, qu'on ait une expérience utilisateur qui soit la bonne, qu'on ait une interface qui soit la bonne, etc. Et une fois qu'on passe ce cap-là, tout ira beaucoup plus vite et tout sera beaucoup plus simple. Mais il faut laisser le temps, ça fait 2 ans, c'est ça, aux solutions d'apparaître sur le marché, je pense. Ça répond à votre question, monsieur? Oui, je vois un pouce levé. On va s'arrêter là. Il est 16h40 et je sais que beaucoup d'entre vous ont des trains à prendre, doivent partir. Je vous remercie. Je crois qu'on peut applaudir nos intervenants. Ils ont été très brillants. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne fin de journée.